Salut! Alors aujourd'hui, je viens t'expliquer quelque chose que j'ai appris à l'école en fait, il y a 2 ans. Et j'ai trouvé ça assez intéressant en fait, du coup je me dis que ça peut te plaire. Voilà. En soi c'est pas non plus une information folle, mais quitte à partager quelque chose que j'ai vu en cours, quitte à faire quelque chose de toutes ces heures, autant le faire ici quoi. Donc, ça vient de mon cours de français et en fait, si tu veux, c'est la vision que Zola porte sur, je dirais pas forcément notre déterminisme, mais sur ce qui fait la nature d'une personne, ce qui fait la nature d'un être humain. Je pense que c'est un peu la meilleure manière de définir ça. Et donc en fait, c'est sur cette vision-là, sur cette analyse qu'il va faire, qui va construire tous ces personnages de sa série des Rougon-Macquart. Les Rougon-Macquart, c'est une série de bouquins, je sais pas comment on appelle ça, avec des familles où on suit en fait... on suit différents personnages au fur et à mesure des générations, et voilà, un petit peu... en fait, c'est très réaliste de faire ça, parce que Balzac a fait pareil, même si Zola, c'est pas vraiment du réalisme. C'est l'idée de décrire la réalité d'un individu dans une société, histoire, et puis de le faire en nombre pour arriver à une certaine analyse générale d'une génération, quoi. En gros, c'est ce que Zola a cherché de faire, je pense, dans les Rougon-Macquart, où il raconte la vie de... moi j'ai lu l'œuvre, donc c'est d'un artiste qui se déplace vers Paris, et puis il y a aussi, de ceux que je connais, il y a aussi l'histoire d'une prostituée, dans Nana, qui est peut-être un des plus connus, du moins celui dont on parle le plus, dans... des paysans et des travailleurs de la terre dans La Terre. On a aussi les mineurs dans Germinal, et puis plein d'autres choses. Et donc, en fait, en gros, on cherche à analyser ça. Mais le but principal, en fait, l'essence de son histoire, c'est que il part en fait d'une famille avec une certaine tare, qui est l'alcoolisme, il me semble, je ne me rappelle plus trop, l'alcoolisme, et puis après, forcément, certaines formes de folie, d'hystérie, quelque chose comme ça. Bref, voilà, une famille avec un héritage biologique pas très sain, quoi. Et, et du coup, on va voir un petit peu comment est-ce que la famille, comment est-ce que la descendance gère un petit peu cet héritage-là, etc. Voilà, je pense que c'est un peu la meilleure introduction que je peux faire. En gros, l'analyse que pose Zola se fait en 3 étapes. Du moins, moi, je l'ai étudié en 3 étapes. La première partie, en fait, ça se base sur ce qui te construit en tant qu'individu. Donc, selon lui, il y a une part, du coup, d'héritage familial, dans le sens où il y a des tares qui se transmettent. Et donc, il y a cette partie-là qui est, du coup, propre à la nature, à quelque chose d'héréditaire, en fait, à l'héritage familial, qui fait que si maintenant un enfant naît orphelin, donc loin de ses parents, etc., et il va quand même avoir cet héritage-là. En deuxième partie, il y a le contexte social. Donc il y a le déterminisme social, en fait, qui est donc que si maintenant 2 frères donc nés de la même famille grandissent et se construisent dans des milieux différents, et forcément ils vont pas être pareils. Ensuite, donc dans la deuxième analyse, il y a le fait que l'être humain est attiré par 3 quêtes, qui est du coup la quête de pouvoir, la quête de vouloir et la quête de savoir. Donc, grossièrement, on va dire, on va tous être attirés par ces 3 choses, 3 choses qui peuvent devenir, obsessionnelles, et en fonction du coup de ce que nous sommes, de notre nature, de notre héritage, machin, on va être
lié à une d'entre elles plus qu'à d'autres. Et jusqu'à ce que ça en devienne obsessionnel ou que ça nous possède en fait complètement. Et ensuite, donc, partant de ces trois quêtes, ces trois vices en fait, partant de ces trois vices-là, eh ben, on peut dire que, la troisième analyse qu'il porte, c'est que l'humain va chercher à la fois à s'affranchir de tout son héritage et de toutes ces choses qui l'aliènent en fait. Mais malgré tout, il va toujours chercher, il va toujours, on va dire, vouloir y succomber en même temps. En fait, c'est assez paradoxal. C'est-à-dire que malgré le fait qu'une personne va chercher à s'affranchir de ce qu'il a construit, de ses vices, de son héritage familial, de son déterminisme social, eh bien, malgré tout, il va toujours chercher à y succomber en même temps. C'est-à-dire qu'il va toujours être attiré par cette situation qui au final est confortable, et quelque part se conforter dans son malheur et dans son essence, c'est quelque chose qui revient en fait, quoi qu'il arrive. Et Zola joue beaucoup avec ça en fait, par rapport au fait que la nature, tu as beau chercher à t'y opposer, ta nature reviendra toujours, ton héritage reviendra toujours, ton déterminisme social reviendra toujours. Et c'est d'ailleurs ça tout l'enfer des personnages qu'il décrit, tu vois. Et donc voilà, c'est sur ces trois choses que Zola se base. Donc sur le fait qu'on est influencé à la fois par un héritage familial, par l'État, etc., et à la fois par un déterminisme social. Ensuite, on a nos trois quêtes qui peuvent devenir des vices et qui peuvent tomber, dans lesquelles on peut tomber en obsession, qui est du coup la quête de pouvoir, la quête de vouloir, donc de biens matériels, et la quête de savoir, sachant qu'une curiosité peut devenir un vice à force. Et ensuite, du coup, partant de toutes ces choses-là qui aliènent une personne et qui l'empêchent de s'élever, et l'humain va chercher à s'en affranchir, mais d'un autre côté, il y succombera toujours et sa nature va toujours prendre le dessus. Peu importe tout ce qu'il va chercher à faire, quoi. Et donc voilà, c'est sur ça c'est comme ça que tous les personnages de Zola ont été décrits, et c'était dans le but de montrer ça. C'est assez sombre, si vous lisez du Zola, vous allez voir que c'est assez sombre. Après, moi, j'en ai pas lu, j'ai lu que l'œuvre en fait entièrement, mais j'ai lu des textes, j'ai parcouru des textes que j'ai étudiés en cours, et puis je m'y suis beaucoup intéressée, donc je pense que je comprends un petit peu le délire, mais de loin, quoi, malgré tout. Maintenant, ça, c'est propre à son mouvement aussi. Je dirais que le réalisme, ça n'a pas été très beau comme représentation. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui se veut montrer une certaine réalité, mais qui, avant de vouloir l'objectivité, va plutôt chercher à s'opposer à une image idéaliste qu'on peut se faire de l'humain, en fait. Donc, c'est très moche, mais parce que cette mocheté, en s'opposant en fait à l'idéalisation de l'homme, etc., va créer un certain réalisme dans sa complétude. Donc c'est pas non plus l'objectivité absolue en fait. Mais c'était ce dont on avait besoin à cette période-là, et c'était en opposition à quelque chose. Voilà. Je me suis un peu égarée, j'ai un petit peu digressé. C'était en gros ce que je voulais dire. J'espère que ça t'a intéressé. C'était pas non plus une information folle, mais moi je trouve ça assez intéressant et ça m'a pas mal intriguée. Et je trouve que cette démarche artistique est vraiment brillante. Et pour moi, chercher en fait à travers des subjectivités à atteindre en fait, chercher une certaine forme d'analyse d'une génération, c'est une démarche assez noble. Donc ça me fascinera toujours. Lisant, si ça t'intéresse, maintenant je dois t'avouer que c'est quand même
assez difficile à lire dans le sens où c'est très descriptif, c'est assez sombre, et par moments c'est quand même dur à suivre parce que c'est lent, parce qu'il se passe pas grand chose. Donc voilà. Et c'est quand même assez déprimant. Donc je conseille pas ça à quelqu'un qui aime pas lire, quoi. J'espère que ça t'a intéressé. Sinon, à plus, passe une bonne semaine et voilà. À bientôt.